Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on fait une véritable plongée au cœur même de la langue française. Bonjour Sam. Oui, une plongée très attendue, je dois dire. Absolument. Et attention, il ne s'agit pas du tout de décortiquer le français figé, hein, pas celui que l'on trouve sagement aligné dans les manuels de grammaire traditionnels. Non, ça serait trop simple, n'est-ce pas? C'est ça. La mission de notre analyse en profondeur, c'est de partir à la découverte de la véritable langue. Celle qui vit, qui respire et qui résonne de manière vibrante dans les rues, aux terrasses des cafés ou dans l'intimité des foyers francophones. Tout à fait. Parce que la langue, en fait, c'est un organisme vivant. Exactement. Et le constat initial pour notre auditoire est vraiment fascinant. Il existe un fossé parfois vertigineux entre le français appris de manière purement scolaire et le français authentique, celui qui est parlé au quotidien avec tous ses raccourcis, ses images et son énergie propre. C'est une réalité incontournable de la linguistique moderne. Et l'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est précisément de construire un pont au-dessus de ce fossé. Un pont qui est bien nécessaire au vu de nos sources du jour. Nous avons rassemblé une riche sélection d'articles de linguistique, des guides d'expression comme le fameux 301 expressions pour parler comme les Français, des méthodes de français langue étrangère, des vidéos pédagogiques et même des astuces du projet Voltaire. Oui, de très belles sources. La langue académique, vous savez, c'est une fondation absolument nécessaire, mais elle reste incomplète si l'on ne décode pas les registres parallèles. Absolument. L'enjeu, c'est de déchiffrer ces expressions idiomatiques qui apportent toute leur couleur à une conversation, d'analyser ces petits tics de langage, ces intonations, qui transforment une phrase grammaticalement correcte en une véritable interaction humaine. C'est joliment dit. En fin de compte, comprendre ces nuances, c'est vraiment s'offrir les clés d'une communication fluide, naturelle et profondément ancrée dans la réalité culturelle du moment. D'accord. Décortiquant tout cela, le point de départ idéal, je pense, c'est ce phénomène particulier que l'on nomme souvent le choc des registres. Ah, le fameux choc. C'est une situation presque universelle pour toute personne étudiant le français. Après des années de pratiques rigoureuses, des exercices de conjugaison, du vocabulaire parfaitement maîtrisé, l'arrivée dans un environnement francophone provoque une véritable onde de choc. Oui, on a l'impression de ne plus rien comprendre. C'est exactement ça. Soudainement, le vocabulaire entendu dans l'espace public semble appartenir à une langue totalement étrangère. Et le problème fondamental réside dans le fait que l'apprentissage classique tend à privilégier exclusivement un registre neutre, voire uniquement très soutenu. En ignorant complètement la vitalité de la rue. Oui. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de ce choc. Mhm. Ce qui frappe immédiatement quand on l'observe, c'est de réaliser à quel point le basculement d'un registre de langue à un autre modifie bien plus que le simple choix des mots. Ça modifie quoi alors concrètement? Eh bien, c'est l'architecture entière de la phrase. Sa mélodie, son rythme et même la posture physique de la personne qui parle qui s'en trouve transformée. La linguistique catégorise généralement cette réalité en trois niveaux bien distincts qu'il faut apprendre à naviguer doucement. Lesquels? Il y a tout d'abord le registre soutenu. Il est caractérisé par son élégance, sa précision chirurgicale et sa grande formalité. Ensuite, le registre neutre ou courant, qui constitue le socle des échanges de la vie de tous les jours pour l'information factuelle. Oui, celui des journaux télévisés par exemple. Voilà. Et enfin, le registre familier. Celui-ci peut glisser vers l'argotique. Il est caractérisé par un grand relâchement, une très forte expressivité, et il s'épanouit principalement dans le cercle amical ou informel. Il est essentiel de prendre le temps d'illustrer cette théorie avec des cas très concrets pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Imaginons une situation universelle, parler de nourriture. C'est très français, ça. Absolument. Dans un registre purement neutre, la communication se veut claire et efficace. On dira simplement, de manière bien articulée, ce repas est très bon. L'information est transmise sans aucune ambiguïté. La transformation commence si l'on élève le discours vers le registre soutenu. Oui, là, la phrase acquiert une dimension presque littéraire. On dira « ces mets sont vraiment excellents ». Remarquons au passage l'utilisation de ce petit mot « mais », M-E-T-S. Il apporte une sonorité délicate et une aura de raffinement immédiate. C'est très élégant. Mais là où l'énergie bascule totalement, c'est dans l'adoption du registre familier. Ah, là, la retenue disparaît complètement pour laisser place à l'enthousiasme brut. On entendra « j'ai adoré la bouffe, je kiffe vraiment ce resto ».
L'analyse de cette dernière phase révèle des mécanismes d'intégration culturelle qui sont profonds. Le terme bouffe vient remplacer le repas de manière très terrienne, très ancrée. Oui, Et le verbe kiffer, qui exprime le fait d'aimer passionnément, s'y substitue au verbe apprécier. C'est un emprunt linguistique fascinant. Cela montre comment la langue absorbe des influences diverses pour s'enrichir au quotidien. c'est vrai. Il y a cependant une règle d'or dans cette mécanique, la cohérence du registre. Qu'entendez-vous par là? L'environnement global de la phrase doit impérativement s'aligner sur le vocabulaire choisi. Produire un énoncé tel que «je kiffe ces mets» provoquerait une collision frontale entre deux mondes sociologiques complètement opposés. C'est vrai que ça sonne très étrange à l'oreille. Ça crée une dissonance cognitive immédiate pour l'oreille habituée. L'harmonie exige vraiment de rester dans le même univers sémantique. C'est une dynamique qu'on retrouve avec presque tous les objets de notre quotidien. Prenons un autre exemple, très parlant, tiré de nos sources, la voiture. Le registre neutre se contente du terme standard, universellement compris. On dira calmement «la voiture vient d'arriver». Et le glissement vers le registre soutenu nous ramène à une terminologie légèrement plus technique ou historique. On parlera de l'automobile. La prononciation même de ce mot automobile impose un certain respect, une certaine distance. Exactement. Mais lorsque l'on plonge dans le registre familier, la langue explose en une multitude de synonymes imagés, souvent très affectueux. On parle alors de la caisse, de la bagnole ou encore de la tire. Il y a une dimension très vivante, très charnelle dans ce vocabulaire. Oui, une phrase typique de ce registre pourrait être «Mais où est ta caisse? Tu l'as encore paumée». L'utilisation du verbe familier paumer pour signifier l'action de perdre renforce ce sentiment de proximité et de relâchement. Et cette profusion de termes familiers souligne l'attachement émotionnel à l'objet. Un autre cas particulièrement éclairant touche à la représentation de l'autorité, notamment la police. Ah oui, le contraste est saisissant ici. Le registre soutenu s'abrite derrière une terminologie administrative presque glaciale, destinée à imposer le respect et la distance institutionnelle. On parlera des forces de l'ordre. C'est une formulation qui ne laisse absolument aucune place à la familiarité. À l'exact opposé, l'argot fait preuve d'une créativité débordante pour désacraliser cette même autorité. Le langage de la rue contourne l'aspect formel en utilisant des mots comme les flics, les keufs ou encore les poulets. Des mots très imagés? Oui, et chaque mot porte en lui une volonté de s'approprier la réalité, de réduire la distance symbolique imposée par l'uniforme. L'argot se révèle être d'une richesse absolument foisonnante, il palpite, il se renouvelle sans cesse, il porte cependant en lui une certaine fragilité, son caractère souvent éphémère est fortement ancré dans des régions ou des groupes sociaux très spécifiques. Alors que le registre soutenu, lui, traverse les époques avec une majesté et une stabilité imperturbables. C'est là que ça devient vraiment passionnant. Laissons un peu de côté les objets pour aborder une autre dynamique fondamentale de la communication humaine, l'art d'accepter, de confirmer, d'exprimer son accord. Le pivot central des interactions. C'est la base de la majorité des échanges sociaux. Et la langue française déploie une palette monumentale d'expressions pour transcender le simple fait de dire oui. Exprimer son accord n'est en effet jamais une simple affaire de logique binaire. C'est avant tout une posture sociale, une manière de se positionner face à son interlocuteur. Comment ça se traduit dans le registre formel? L'examen du registre formel révèle des stratégies d'accord qui prennent le temps de se déployer. Ce sont des formules d'une élégance, rares, presque chorégraphiées. On rencontre des phrases telles que Je vous rejoins tout à fait sur ce point. ou encore l'humble mais très affirmé. Je n'aurais pas dit mieux. Exactement. Et la palme de l'intensité formelle revient à des expressions qui frôlent la théâtralité, portant un poids presque dramatique. Comme la phrase « Je souscris corps et âme à cette noble vérité ». L'engagement intellectuel y est total, exprimé avec une gravité solennelle. L'évocation de l'expression corps et âme possède une résonance poétique indéniable. Mais si l'on quitte les salons feutrés pour retrouver l'énergie des conversations modernes, des jeunes notamment, le contraste est saisissant. Ah oui, c'est un autre monde. Pour marquer une approbation totale et immédiate, le langage quotidien privilégie la percussion. Les mots se font courts, affirmatifs, on entendra fuser un carrément, un c'est clair, l'incontournable je valide ou la simplicité définitive d'un voilà.
Ce qui mérite une attention toute particulière, selon nos sources, c'est le phénomène de glissement sémantique qui a frappé certains de ces mots, d'accord? Le sens originel a été complètement balayé par l'usage contemporain. Ces mutations sémantiques sont le reflet d'une langue en pleine ébullition. L'évolution du mot j'avoue en est un parfait exemple. Pourquoi? Historiquement, le verbe avouer porte une charge lourde. Il s'agit de confesser une faute, de concéder une vérité difficile ou honteuse. Aujourd'hui, dépouillé de sa culpabilité, il fonctionne comme une simple interjection marquant la connivence. Donc, dire j'avoue, c'est admettre que l'on partage l'opinion de l'autre, souvent face à une évidence qui surprend. C'est exactement ça. Le destin du mot grave est tout aussi étonnant. Dans son sens premier, ce qui est grave est porteur de conséquences sérieuses, inquiétantes, à l'image d'une situation de crise. Et, par un retournement spectaculaire, la conversation familière en a fait le marqueur ultime de l'accord absolu. Oui, c'est l'équivalent d'un oui majuscule et très enthousiaste. Enfin, la trajectoire du mot trop illustre la même dynamique. Autrefois réservé à la description d'un excès, d'une limite fâcheusement franchie, il a perdu sa connotation négative pour devenir le simple vecteur d'un enthousiasme débordant. L'appropriation de ces petits mots est vitale pour quiconque souhaite infuser de l'authenticité dans son discours. Et cela passe inévitablement par une maîtrise de la prononciation, car l'accentuation joue un rôle majeur dans ces registres familiers. C'est crucial, oui. L'intention passe par le son. La clé réside souvent dans la domestication de ce fameux R français, cette consonne gutturale qui demande tant de précision. La méthode la plus efficace, recommandée dans nos vidéos sources pour apprivoiser cette sonorité, est d'adopter une lenteur délibérée lors de l'apprentissage. C'est un excellent conseil. Il s'agit de décomposer le mot pour en ressentir la mécanique physique. Prenons cette affirmation moderne, grave. L'astuce est de séparer l'attaque de la résonance. On articulera très lentement en insistant sur la première syllabe. Je vous écoute. Ça donne gue, rave. Lentement. Gue, rave. Cette pause microscopique permet au palais de se placer correctement. Le même principe s'applique à l'adverbe d'enthousiasme, trop, Trop. qui est souvent difficile à prononcer avec le T et le R collés. Exactement. L'articulation décomposée devient alors te, ro. Te, ro. Le souffle trouve ainsi son chemin naturel avant de se fluidifier avec la pratique. La maîtrise de cette phonétique ouvre la voie à des aspects encore plus subtils de la communication, notamment ce que la pragmatique linguistique appelle les actes de langage indirects. Oh, ça c'est fascinant. C'est un espace où le sens littéral des mots et l'intention réelle de la personne qui les prononce divorcent purement et simplement. L'exemple classique est celui d'une personne qui annonce « j'ai froid ». Sur le papier, c'est une simple déclaration sur sa température corporelle. Mais dans le contexte social d'une pièce dont la fenêtre est ouverte, c'est en réalité une requête polie et déguisée demandant à autrui de fermer cette fenêtre. La communication fonctionne sur des sous-entendus que les locuteurs décodent intuitivement. Absolument. Et si l'on relie cela au contexte global, ce paradoxe atteint des sommets vertigineux en français avec l'expression « tu m'étonnes ». C'est l'objet d'un excellent article de Kern.fo. C'est une construction absolument brillante par son ironie intégrée. Si l'on s'en tient à l'analyse stricte des mots, la phrase signifie « tu me causes de la surprise ». C'est l'expression d'un étonnement. Logiquement, oui. Pourtant, dans le flux d'une conversation animée, lorsqu'on lâche un « tu m'étonnes », le message transmis est l'exact opposé. La personne signifie de manière éclatante « je ne suis absolument pas surpris, la chose était prévisible depuis le début et je partage entièrement ton analyse ». C'est très drôle quand on y pense. Tout le basculement du sens repose sur l'intonation, sur cette musique de la voix qui contredit le vocabulaire formel. C'est le triomphe de la compétence communicationnelle sur le sens du dictionnaire. C'est exactement ça. L'énoncé nie sa propre sémantique, et pourtant, le message reçu est d'une clarté aveuglante. Cela démontre que parler une langue, c'est avant tout adhérer à un contrat social implicite. Et c'est cette adhésion qui permet d'atteindre ce fameux idéal d'élégance naturelle. Cette aisance que l'on qualifie familièrement d'avoir la classe lorsqu'on s'exprime. On peut penser, comme le font nos sources, à l'image d'un athlète d'exception comme le joueur de tennis Roger Federer. Ses mouvements sur le court dégagent une fluidité qui semble effacer tout effort. Ou encore à cet étudiant à Oman, Hilal, qui est souvent cité en exemple dans les méthodes de FLE pour illustrer la grâce de l'apprentissage réussi. Oui, pour atteindre ce niveau d'élégance verbale en français, l'intégration des expressions idiomatiques, ces images de la langue, est une étape absolue.
Ces expressions idiomatiques sont véritablement le tissu conjonctif d'une conversation riche. Elles forment des métaphores souvent enracinées dans l'expérience physique, traduisant des concepts abstraits par des images très charnelles. Un exemple? L'expression être crevé est d'une redoutable efficacité. À l'origine, le terme décrit une enveloppe percée qui a perdu sa substance, comme le pneu d'une automobile, ou de manière beaucoup plus familière et crue, le cadavre d'un animal. C'est une image forte. Et transposée à l'expérience humaine, l'image devient celle d'un corps vidé de toute son énergie vitale. Dire « je suis crevé », c'est exprimer un épuisement total, bien au-delà de la simple fatigue. Tout à fait. L'image est similaire avec l'expression être sur les rotules. Ah oui, l'épuisement atteint un stade si critique que la verticalité n'est plus tenable. Le corps s'effaumant, incapable de soutenir son propre poids. La métaphore visuelle est extrêmement puissante pour quiconque l'écoute. Et la langue est aussi un formidable musée de l'histoire industrielle et sociale. De nombreuses locutions trouvent leurs racines dans les métiers d'autrefois. La formule « filer un mauvais coton » en est un témoignage précieux. D'où vient-elle exactement? À l'époque où le travail de fil s'effectuait manuellement, l'apparition d'un fil de qualité médiocre était le signe annonciateur d'une étoffe ratée, d'un défaut irrémédiable dans le tissu. Avec le temps, le sens a glissé de l'atelier vers la condition humaine. Aujourd'hui, l'expression décrit la trajectoire d'une personne dont la santé, qu'elle soit physique, morale ou même financière, se dégrade de manière très inquiétante. Oui. Un autre héritage du monde économique se retrouve dans la phrase « mettre la clé sous la porte ». L'image convoquée est celle définitive et mélancolique d'un propriétaire qui ferme son commerce pour la dernière fois, glisse la clé sous l'entrée et s'éloigne sans retour. C'est l'illustration poétique et visuelle d'une faillite ou d'une cessation d'activité. La dimension visuelle de ces expressions facilite grandement leur mémorisation pour ceux qui apprennent la langue. Absolument. Mais au-delà de la poésie du quotidien, la langue française nourrit aussi une véritable passion pour les mots excentriques, des constructions baroques qui surprennent agréablement l'oreille. L'exemple le plus éclatant de ces dernières décennies est l'adjectif abracadabrantesque. Un mot fantastique. C'est un terme qui a connu une résurrection médiatique spectaculaire grâce au président Jacques Chirac en septembre de l'année 2000. Souhaitant balayer des accusations qu'il jugeait totalement invraisemblables, il a choisi de qualifier la situation d'abracadabrantesque. Un choix de mots très stratégique. Oui, en dérivant ce mot de la célèbre formule magique enfantine, il a réussi à décrédibiliser son sujet tout en enrichissant le lexique populaire d'un terme désignant l'absurdité absolue. Et cet amour du vocabulaire pointu cohabite harmonieusement avec la transmission d'une sagesse beaucoup plus posée, distillée à travers les proverbes. La locution « doucement mais sûrement » est un appel à la persévérance tranquille. Elle fait directement écho à la philosophie de la maxime italienne « Chi va piano, va sano ». C'est une invitation à privilégier la régularité sur la précipitation. Dans la même veine, le proverbe « les petits ruisseaux font les grandes rivières » porte une résonance toute particulière. L'image de ces minces filets d'eau qui, par leur accumulation patiente, finissent par créer un courant puissant est la métaphore parfaite de tout apprentissage de longue haleine. Et tout spécialement celui d'une langue étrangère. L'analogie est d'une grande justesse. L'acquisition d'un nouveau terme de vocabulaire, la compréhension soudaine d'une règle d'accord complexe ou la réussite d'une prononciation difficile sont autant de petits ruisseaux. Tout à fait. C'est la confluence de toutes ces micro-victoires quotidiennes qui finit par former le grand fleuve d'une expression fluide et maîtrisée. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? La grande interrogation demeure l'application pratique. L'accumulation de connaissances théoriques sur les registres et les idiomes est une chose, mais comment éviter la paralysie lorsque vient le moment crucial de la prise de parole spontanée? C'est le grand défi. Comment surmonter ce mur d'anxiété qui a tendance à générer des tics verbaux et à brouiller le message? Exactement. Le passage à l'oralité est incontestablement l'épreuve du feu. Face à la tension nerveuse que génère la prise de parole, que ce soit dans une langue d'adoption ou lors d'une intervention publique dans sa langue maternelle, le cerveau cherche des échappatoires. Et c'est là qu'apparaissent les bas, les mots de brouillance. Oui, il produit des hésitations sonores. Selon le projet Voltaire, la stratégie de défense la plus efficace repose sur un principe contre-intuitif. Il est impératif de ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Cette énième expression imagée rappelle que la précipitation détruit l'harmonie. Le réflexe naturel sous l'emprise du stress est d'accélérer le débit pour fuir la situation d'inconfort au plus vite, non?
Précisément. Et c'est cette accélération incontrôlée qui ouvre la porte aux tics de langage qui viennent combler les défaillances de la pensée. La maîtrise de la cadence est donc primordiale. L'antidote au stress de la performance orale, c'est le ralentissement volontaire et conscient du rythme des phrases. Ralentir, accepter d'imposer des silences au milieu du discours, retrouver l'amplitude de sa respiration. Il y a une véritable dimension théâtrale dans cette approche de la langue. Les techniques des professionnels de la scène sont d'une aide précieuse. Il ne s'agit pas de débiter un texte de manière machinale, mais de l'habiter physiquement. Utiliser un miroir pour s'observer parler, ajuster sa posture, permet de donner de l'épaisseur à ses mots. C'est un excellent exercice pratique. Et cela soulève une question essentielle, une réflexion fondamentale sur la nature de la communication humaine. L'illusion la plus répandue consiste à croire que parler, c'est saturer l'espace sonore sans interruption. La réalité est que la véritable maîtrise de la parole passe par la domestication du silence. Le silence n'est donc pas un vide effrayant ou une panne d'inspiration. De la personne qui parle, et il offre à l'auditoire le temps précieux nécessaire pour assimiler la nuance du propos. Cette acceptation du silence demande du temps et une grande indulgence envers son propre processus d'apprentissage. La fluidité n'est pas un don magique, c'est le fruit d'une patience appliquée. C'est un principe profondément rassurant. La bienveillance envers ses propres hésitations est la condition même de la progression. Le panorama que nous venons nous dessiner illustre la formidable plasticité du français. Le voyage nous a mené des racines très urbaines de l'argot avec l'interjection wesh, un emprunt direct à l'arabe weshrak pour demander des nouvelles, jusqu'aux termes affectueux comme le daron et la daronne pour désigner les parents. Et nous sommes aussi allés jusqu'au sommet vertigineux du vocabulaire classique, où l'on s'engage corps et âme. Oui, entre ces deux extrêmes naviguent d'innombrables métaphores qui transforment la fatigue en pneus crevés et l'épuisement en effondrement sur les rotules. La conclusion s'impose d'elle-même, la langue n'est pas une équation mathématique froide, c'est une matière organique, sensible aux moindres variations de la société qui la façonne. Et le tableau de cette complexité organique démontre de manière éclatante qu'apprivoiser un tel écosystème n'a rien d'inaccessible. Pour reprendre une ultime formule très ancrée dans la culture populaire, ce n'est pas sorcier. Le processus ne relève pas de l'ésotérisme ou d'un sortilège réservé à une élite. C'est accessible à tous ceux qui s'en donnent la peine. La clé de la réussite réside dans cette approche méthodique, cette progression sereine, doucement mais sûrement, qui embrasse toutes les contradictions et toute la vitalité du vocabulaire. Le parcours est limpide. Et pour prolonger la réflexion bien au-delà de cette analyse, une dernière dimension mérite d'être explorée. Une dimension qui touche au cœur même de l'identité humaine. La question du registre de langue soulève des enjeux sociologiques fascinants, qui n'étaient pas explicitement abordés, mais qui transparaissent dans nos sources. Lesquels, par exemple? Pensons à la friction qui se crée lorsqu'on associe un prénom historiquement très bourgeois, comme Charles-Henri, avec le vocabulaire brut de la rue. Ou à l'inverse, lorsqu'une personne issue d'un milieu très populaire adopte soudainement une syntaxe d'une formalité extrême. Cela nous confronte à une interrogation fondamentale. Le choix du registre linguistique n'est-il vraiment qu'un simple outil de transmission d'informations? C'est une question puissante. Ou bien, à la seconde même où nous décidons d'emprunter les mots d'un registre plutôt qu'un autre, ne sommes-nous pas en train de modifier, de réécrire littéralement notre identité sociale aux yeux du monde, et peut-être plus intimement encore, à nos propres yeux? C'est une perspective qui donne le vertige, vraiment. Elle suggère que chaque prise de parole est, d'une certaine manière, une redéfinition de soi. C'est une réflexion qui mérite de résonner bien après la fin de cette exploration dans le vaste monde des mots. Prenez le temps de laisser cette question infuser et accompagner vos propres découvertes linguistiques. Merci de nous avoir accompagnés. Au revoir. Au revoir et à bientôt.